I find I have to be the sad clown, laughing on the outside, crying on the inside. I feel exhausted just talking about it. Well, with today's pharmacology, no one needs to suffer with feelings of exhaustion and depression. Here we go. Here comes the Prozac. Salut les psychonautes, aujourd'hui on va vous mettre une super ambiance en vous parlant d'une maladie qui touche une personne sur 20 et qui représente la première cause médicale d'incapacité dans le monde, la dépression. Ah ouais, t'as raison, ça va être super gai, hein. Maintenant qu'il a un bon son, il faut qu'il s'invente des problèmes, quoi. On comprend pas quand tu parles, Chris. Ouais, bah tu sais, j'ai pris mes précautions, hein, vu qu'on va parler d'un sujet qui excite tous les agités de l'antipsychiatrique, on va parler de médicaments, on va parler d'antidépresseurs, et puis on va parler de tout un tas de choses qui risquent d'en fâcher plus d'un. Mais bon, Chris, t'exagères, on est sur Internet après tout. Les gens sont gentils et mesurés sur Internet, non? Ceci dit, blague à part, on voulait juste ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'on était super content de la teneur d'une grande majorité des commentaires qui sont pour la plupart polis, respectueux, curieux et intelligents. Donc merci pour ça, parce qu'on sait bien que c'est pas comme ça partout. Fin de la parenthèse. Bon alors, cirer les bottes des abonnés, c'est fait. Ça, c'est une des pires phrases qu'un sujet atteint de dépression puisse entendre. D'abord, ça le culpabilise de ne pas pouvoir aller mieux malgré tous ses efforts, et ensuite, ça cultive le mythe que la dépression n'est pas une maladie. Du coup, se dire que c'est juste un coup de mou, c'est perdre du temps et retarder un potentiel accès à des soins médico-psychologiques. Une bonne illustration de cette confusion réside dans la différence entre ce qu'on appelle la dépression et la déprime, deux termes qui sont souvent utilisés comme synonymes. La déprime, c'est justement censé désigner ce fameux coup de mou, qui peut être tout à fait réactionnel et tout à fait physiologique, c'est-à-dire normal. Ouais, en gros, la déprime, c'est un état passager qui répond à des circonstances plus ou moins difficiles. Pour vous donner un exemple, c'est l'état dans lequel Jeff se trouve lorsque j'enfile une armure ou que je chante du France Gall. Exactement. Alors que la dépression, c'est quelque chose qui est très intense. Il y a un avant et un après, ça met vraiment la personne dans une situation hors du commun. C'est intense, ça dure longtemps, et c'est responsable d'un retentissement sur la vie familiale, la vie sociale ou la vie professionnelle de la personne. Un retentissement de ouf. Mais voyons en détail comment elle s'exprime, cette saloperie. La dépression est un trouble de l'humeur, c'est-à-dire qu'elle touche avant tout notre capacité à ressentir des émotions comme la joie ou la tristesse. Elle se manifeste par trois grands groupes de symptômes. Le groupe de symptômes émotionnels, comme la tristesse pathologique ou l'émoussement affectif, qui s'associe à des difficultés à ressentir du plaisir ou de la joie. C'est ce que l'on appelle l'anédonie. Mais ce n'est pas tout, cela peut être associé à de l'anxiété. Le groupe de symptômes psychiques et moteurs avec en tête de file le ralentissement psychomoteur. Les personnes qui souffrent de dépression fonctionnent littéralement au ralenti. Elles réfléchissent, elles parlent, elles marchent, elles bougent plus lentement et sont souvent très fatiguées. Parmi les symptômes psychiques et notamment cognitifs, on peut retrouver des troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire, mais aussi des ruminations d'idées négatives, largement alimentées par l'anxiété. Et enfin le groupe de symptômes physiques, comme des perturbations de l'appétit, une perte d'appétit ou au contraire une augmentation de l'appétit, une panne de libido, et très important, des troubles du sommeil à type de difficultés d'endormissement ou au contraire de réveil précoce, voire de réveil nocturne. Bon, c'est un résumé un peu sommaire, mais vous avez l'idée. Mais certains d'entre vous pourraient se demander comment un psy peut décréter qu'une tristesse est pathologique, que c'est un peu subjectif. Eh bien, sachez que dans la dépression, la tristesse est telle que l'on parle de douleur morale. Oui, nos patients disent qu'ils ont mal. Et ce n'est pas tout. Cette tristesse se prolonge, s'autonomise, s'intensifie. Et elle amène le sujet dans une spirale qui l'entraîne petit à petit vers le fond. Pour mieux comprendre, on va utiliser l'exemple du deuil. Si vous apprenez que votre père ou votre mère meurt, il est normal, physiologique, de ressentir de la tristesse, et ce, pendant un certain temps. Mais ça ne veut pas dire que cette tristesse va se transformer en dépression. La plupart du temps, vous allez digérer cet événement tragique, vous adapter et trouver un nouvel équilibre. Sauf des fois, mais ça, on en recausera avec un super invité d'ailleurs. Donc, en gros, pour résumer, la dépression, ce n'est pas de la déprime, et c'est vraiment différent du deuil. Mais ce n'est pas tout. Intéressons-nous 2 secondes aux pensées des patients atteints de dépression. En fait, on pourrait résumer les choses par une phrase. Ils voient tout en noir. C'est une manière de dire que le pessimisme et les idées négatives les envahissent. C'est comme si les biais cognitifs qui existent chez tout le monde se mettaient complètement au service de la dépression.
et notamment le biais de confirmation. Pour en savoir plus d'ailleurs sur le fameux biais de confirmation, on vous invite à aller voir une vidéo de la tronche en biais qui a été faite sur le sujet. Vous trouverez le lien dans la description. Si vous voulez aller un peu plus loin pour comprendre comment ces sentiments négatifs s'installent petit à petit, on vous conseille d'aller faire un tour sur Depression Quest, un serious game qui vous met dans la peau d'un sujet atteint de dépression. Alors certes, les graphismes ne sont pas très sexy et la musique est pour le moins plombante, mais ce jeu, programmé par la talentueuse Zoe Quinn, est une expérience proche du vécu des sujets atteints de dépression. Ça peut servir pour communiquer votre vécu et surtout ça donne des pistes pour en sortir. Tout ça pour dire que la dépression ne se résume pas à la tristesse, mais qu'elle s'accompagne d'un certain nombre de symptômes qui vont s'amplifier, qui vont prendre de plus en plus de place et qui vont pourrir la vie du sujet. On ne parvient plus vraiment à prendre de plaisir dans les activités qu'on fait, on rumine à longueur de journée, on est anxieux, on perd l'appétit et on perd le sommeil. Et ça, c'est sans compter les symptômes physiques que l'on peut ressentir, les douleurs, les troubles digestifs. Bref, la dépression, c'est une véritable saloperie. Oui, bien sûr, un trouble qui peut conduire au suicide, c'est pas grave. D'autant que ça touche un paquet de monde. En fait, pour vous donner une idée, on estime que si on réunissait tous les déprimés du monde, on pourrait remplir les États-Unis en entier. Et en France, cette saloperie touche environ 5 millions de personnes. 5 millions. Les conséquences de la dépression peuvent être rapidement dramatiques. Ne serait-ce que sur un plan professionnel, le ralentissement psychomoteur et parfois l'irritabilité peuvent gravement atteindre les performances et les relations avec ses collègues. Je le répète parce que c'est ouf, mais c'est la première cause médicale d'incapacité dans le monde. Ouais, plus que le cancer, plus que les AVC, plus que les maladies cardiovasculaires. Sur le plan familial, c'est souvent la même chose. Parce que les proches, lorsqu'ils sont désemparés, et surtout impuissants, vont au mieux s'inscrire dans l'indifférence et au pire s'inscrire dans le rejet. Sur un plan personnel, être persuadé que l'on ne vaut pas grand-chose et que tout est de sa faute est un tantinet difficile à vivre. Alors on se réconforte comme on peut, et l'un des refuges utilisés est l'alcool. Vous imaginez donc les conséquences d'une dépression avec une consommation chronique d'alcool sur les aidants, sur l'environnement personnel et l'environnement professionnel. Enfin, lorsqu'on boit du noir, qu'on ne voit aucune solution, c'est assez courant qu'apparaissent des idées suicidaires. On va vous donner un autre chiffre complètement ouf. 10% des personnes atteintes de dépression meurent par suicide. Donc ouais, agir sur la dépression, c'est aussi agir sur le suicide. Yes, et d'ailleurs on l'a déjà démontré avec l'expérience de Gotland. Gotland est un minuscule bout de terre battu par les vents du côté de la Suède. Vous savez, l'autre pays des boulettes de viande. Bref, sur cet îlot, les taux de suicide étaient particulièrement importants à la fin des années 80. Du coup, certains se sont dit qu'il fallait faire quelque chose. On a donc mis en place tout un programme de sensibilisation au dépistage et au traitement de la dépression auprès des médecins généralistes. Résultat, une meilleure adéquation de la prescription de psychotropes, une reconnaissance précoce des troubles de l'humeur et surtout une baisse des morts par suicide. C'est dans la tête. Alors ça, qu'est-ce que c'est con comme réflexion? Ça veut vraiment rien dire. T'as une tumeur cérébrale? C'est dans la tête? Merci Sherlock. Évidemment que ça se passe dans la tête, évidemment que la dépression ça se passe dans le cerveau. Mais le cerveau, il fait pas partie du corps par hasard? Et si on prend notre bon vieux modèle biopsychosocial, qui est un petit peu réducteur mais qui est quand même bien pratique, et qu'on l'applique à la dépression, eh bien ça permet de passer à côté d'aucune dimension de la maladie. Dans la dimension sociale, on retrouve évidemment la qualité de notre environnement familial, amical, socio-professionnel. Être au chômage ou au contraire être dans une entreprise au management malveillant, vivre à Alep, être veuf, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir que ce sont des facteurs de risque. Dans la dimension psychologique, on retrouve tous les aspects en lien avec notre développement. Est-ce que par exemple on a subi des traumatismes qui ont laissé une trace durable dans notre psychisme, même dans notre cerveau, voire dans notre biologie? Et enfin, la dimension biologique est tout aussi importante que les autres. Pour commencer, le sexe. La dépression est une maladie sexiste. En effet, les femmes ont 2 fois plus de risques que les hommes de développer une dépression. Ensuite, il y a le fait d'être atteint d'une maladie physique, d'autant plus qu'elle est chronique. Ça, c'est un facteur de risque majeur. Les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurologiques sont des nids à dépression. La recherche dans le domaine en est à ses balbutiements, mais les premières pistes que l'on explore sont tout à fait fascinantes. Par exemple, les études d'imagerie cérébrale permettent de voir des différences entre le fonctionnement du cerveau de quelqu'un qui souffre de dépression et un sujet sain.
notamment en ce qui concerne les structures impliquées dans la régulation émotionnelle qui tournent en roue libre, ainsi que les structures impliquées dans les capacités cognitives. Et ces dysfonctionnements de régions cérébrales impliquées dans la régulation de la pensée sont probablement à l'origine des ruminations négatives. Petite parenthèse à ce sujet, la neuroimagerie, pas plus que d'autres approches en psychologie ou en psychiatrie, ne doit être érigée en preuve absolue. Les progrès effectués dans le domaine permettent de construire des modèles qui tentent de rendre compte des fonctionnements et des dysfonctionnements observés. Et c'est d'ailleurs une erreur communément commise dans notre spécialité, confondre le modèle et la réalité. L'exemple de la psychanalyse est caricatural, mais les propos définitifs que l'on trouve dans certains médias en est un autre. Bref, il faut rester modeste et clairvoyant. Ouais, mais du coup, pour revenir à notre bon vieux modèle biopsychosocial, il y a une critique que certains adressent au modèle médical de la dépression qui est la suivante. En gros, la dépression, c'est plutôt un problème social, une souffrance sociale qu'on tente à tort de médicaliser, de transformer en problème de santé. Certains accusent les médecins de transformer une souffrance sociétale en souffrance médicale, de filer des médocs au lieu de changer les conditions à l'origine de la souffrance. Et ici, il faut être honnête, on n'a pas aujourd'hui de théorie définitive sur la dépression, ses origines et ses mécanismes. C'est pour ça que certains préfèrent parler de troubles et non de maladies. En quelque sorte, ça permet de reconnaître qu'il y a une souffrance et un dysfonctionnement, mais que l'on ne sait pas très bien pourquoi. Mais franchement, il suffit d'avoir souffert de dépression ou d'avoir été proche de quelqu'un souffrant de dépression pour comprendre que cette saloperie est un véritable état pathologique mortifère. Celle-là aussi, vous l'avez entendu. Eh bien, au mieux, elle est inutile, au pire, elle renforce le sentiment d'incapacité de la personne déprimée. Aller au cinéma lorsqu'on a un coup de mou, c'est cool. Aller au cinéma lorsqu'on souffre de dépression, c'est juste l'enfer. Il faut déployer une énergie considérable pour sortir de chez soi. Et suivre un film en entier quand on a des troubles de l'attention, c'est vraiment galère. Et en plus, il faut faire des efforts pour faire semblant d'aller bien, pour pas casser l'ambiance. Et du coup, soit on se sent épuisé parce qu'on a fait tous ces efforts, soit on se sent coupable parce qu'on n'a pas été en capacité de les faire. Ce qui peut être responsable d'un isolement progressif, et ce qui entretient un peu plus le problème. Si l'amour ne peut pas guérir de la dépression, ça ne veut pas dire que c'est pas important d'être là, de maintenir le lien avec son proche qui est atteint de dépression. D'où l'importance de bien se documenter aussi lorsqu'on est un aidant. Apprendre à trouver sa place, apprendre à ne pas conseiller trop rapidement, à faire la différence entre la maladie et la personne, et surtout à ne pas jouer le psy. En fait, vous voyez, c'est difficile aussi pour les aidants. D'où l'importance d'être honnête avec soi-même et de reconnaître qu'il y a quelque chose qui cloche. L'étape suivante étant de demander de l'aide à son médecin généraliste en première ligne, et d'aller voir un psychiatre si c'est pas suffisant d'aller voir son médecin généraliste, ou s'il n'est pas suffisamment formé à soigner la dépression. On vous a brossé un portrait assez large, assez grossier de la dépression. En réalité, il faudrait plutôt parler de dépression au pluriel, parce que les causes présumées et la façon dont elles s'expriment peuvent être très différentes. Bon, alors déjà, on peut classer les dépressions selon l'intensité de leurs symptômes. On parle alors de dépression d'intensité légère, moyenne ou sévère. Et évidemment, on ne sort pas la même artillerie thérapeutique selon l'intensité. Et un mot quand même de la dépression sévère. C'est heureusement une forme moins fréquente de la maladie. Je dis heureusement parce que les personnes qui en souffrent traversent l'enfer, et le risque de suicide est souvent très important. Parfois, il existe même des idées délirantes dans ces formes sévères. La personne souffrante peut avoir l'impression d'être coupable d'un crime qu'elle n'a pas commis, d'être ruinée financièrement ou d'être maudite. La forme la plus spectaculaire de dépression, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Cotard. Dans cette maladie, le sujet a l'impression d'être un mort-vivant, avec ses organes à l'intérieur qui se décomposent. C'est pas cool. Heureusement, les traitements marchent généralement très bien dans la dépression sévère. Ouf. Ensuite, l'évolution dans le temps est très importante. La plupart du temps, on parle d'un épisode dépressif, dans le sens où il y a un début et une fin. Mais si on parle d'épisodes, c'est qu'il peut y en avoir d'autres. Si on souffre de plus de 2 épisodes dépressifs dans sa vie, on parle alors de troubles dépressifs récurrents. Logique. Alors que si les symptômes dépressifs diminuent sans complètement disparaître et restent longtemps, on parle alors de troubles dysthymiques. On n'a pas le temps de lister tous les types de dépression, mais sachez que certaines sont très liées au contexte, comme par exemple la dépression du postpartum, qui n'a rien du tout à voir avec le baby blues. Le baby blues, c'est quasiment physiologique
est liée à toutes les révolutions hormonales, mais aussi existentielles, le fait de devenir mère, qui suivent l'accouchement. La dépression du postpartum, c'est une maladie qu'il faut reconnaître très vite et soigner pour éviter des conséquences délétères. Bref, il n'y a pas une dépression, mais des dépressions. Bon, là, ça devient délicat. Et les antidépresseurs alors ? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas très bonne presse. Inefficaces, pourvoyeurs de suicide, ils sont accusés de tous les maux sur fond de complotisme mondial orchestré par les laboratoires pharmaceutiques. Des idées renforcées par des publications tronquées, voire malhonnêtes. Alors il en est quoi exactement ? Eh bien, une chose que l'on sait, c'est que l'arrivée des antidépresseurs a coïncidé avec une baisse de la suicidalité dans le monde. Un constat que l'on a voulu vérifier par un tas d'études. La conclusion, brillamment résumée dans une revue de littérature de 2006, c'est que la suicidalité est bien inférieure après un traitement antidépresseur qu'avant un traitement antidépresseur, à condition de traiter les gens qui ont une dépression. Il y a tout un tas de personnes qui sont soignées pour dépression et qui ne sont pas atteintes de dépression. La France est souvent pointée du doigt pour sa consommation excessive de psychotropes, et c'est vrai, c'est une réalité. Mais à contrario, il ne faut pas oublier que 30% des personnes atteintes de dépression ne reçoivent pas de traitement approprié. Bref, si on voulait résumer, on pourrait dire qu'on donne des antidépresseurs à des gens qui n'en ont pas besoin, et on n'en donne pas à des gens qui en auraient bien besoin. Et leur efficacité sur le noyau de la dépression, l'humeur. Eh bien, c'est compliqué. En fait, si l'efficacité des antidépresseurs ne fait aucun doute sur le facteur stress de la dépression, rien ne dit qu'ils agissent sur l'humeur. D'autant que sur le plan des mécanismes d'action, on est loin de comprendre ce qui se passe réellement. Alors en effet, le discours qui consiste à dire que la dépression c'est un problème de sérotonine, un neuromédiateur très important au niveau cérébral, et que justement les antidépresseurs agissent sur la sérotonine, ça, c'est un discours très réductionniste qui est largement alimenté par les laboratoires pharmaceutiques. Ouais, un discours marketing en quelque sorte. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas, ça veut sûrement dire qu'il ne fonctionne pas comme on le pense. Et là, on est en train de se dire qu'il va falloir qu'on vous fasse une vidéo sur les mécanismes des antidépresseurs. Bon, vous avez l'habitude, vous savez qu'on finira bien un jour par le faire. En attendant, retenez que les antidépresseurs sont prescrits dans les dépressions modérés à sévères et qu'ils sont accompagnés d'autres stratégies thérapeutiques comme les psychothérapies. Les psychothérapies sont d'une importance capitale dans le traitement de la dépression parce qu'il n'y a que la psychothérapie qui permet d'aller aux sources des problèmes qui ont été à l'origine de la dépression, d'analyser les facteurs de risque et surtout de développer des compétences qui permettent d'éviter la rechute une fois qu'on s'en est sorti. Et les psychothérapies qui ont indiscutablement fait leur preuve d'efficacité sont les thérapies cognitivo-comportementales. Il y a d'autres formes de psychothérapie avec un niveau de preuve inférieur, mais qui peuvent néanmoins être utiles, comme les psychothérapies d'inspiration psychanalytique, les thérapies d'acceptation et d'engagement, la méditation de pleine conscience, etc., etc. On peut même se soigner en jouant aux jeux vidéo. C'est ce qu'a montré une équipe néo-zélandaise en créant un jeu spécialement designé pour traiter la dépression, et ce jeu c'est Sparks. Sparks est un jeu sérieux qui propose à chaque joueur, à travers 7 niveaux jouables en 20 minutes chacun, de développer un certain nombre de compétences pour lutter contre le stress et la mauvaise image de soi. Vous avez peut-être trouvé ça anecdotique. Eh ben non, parce que ce jeu a été testé sur près de 200 ados, avec une efficacité identique à une psychothérapie habituelle et une bien meilleure acceptabilité. C'est quand même plus facile de jouer à un jeu vidéo que de suivre une psychothérapie. Vous avez vu comment on peut faire des choses vraiment sympas en psychiatrie ? Et encore, on vous a pas parlé des thérapies par réalité virtuelle pour les phobies ou des thérapies par avatar pour la schizophrénie. Et oui, il y a aussi des geeks en psychiatrie. Bref, les médicaments et les psychothérapies agissent sur la dépression parce qu'elles agissent sur le cerveau des personnes en souffrance. Prendre un médoc ou faire une psychothérapie, ça modifie votre cerveau. Mais sachez qu'il arrive aux psys d'utiliser d'autres moyens pour agir sur le cerveau de leurs patients. Par stimulation électrique ou magnétique, mais ça, il va falloir qu'on vous en parle dans une vidéo dédiée. Et d'ailleurs, ce qu'on a à vous en dire risque bien de vous étonner. Un gros dossier chargé en clichés à déconstruire. J'adore. Comme vous l'avez compris, parler de dépression, ça permet d'aborder un tas de sujets qui à chaque fois mériteraient des vidéos à part entière. Eh bien, ne quittez pas parce que ça va venir. Voilà, on espère que ce petit top des bullshit et autres mythes sur la dépression vous a plu. Et on attend avec impatience vos réactions.
En attendant, eh bien, n'oubliez pas que la folie est parfois la meilleure façon d'affronter la réalité.